Le virus Ebola sévit en Afrique de l'Ouest. Alors, pour empêcher la maladie de franchir le sol ivoirien, les élus et cadres de l'Ouest se mobilisent. Ils veulent apporter leur contribution dans la lutte en sensibilisant les populations de la région du Cavali. Ce samedi 30 août, l'attention est portée sur les personnes disparues. À l'occasion de cette journée, nos équipes de reportage ont fait un tour à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire où les photos de 14 enfants ivoiriens à la recherche de leurs parents disparus ont été exposées. Comment fonctionne le nouveau système de gestion et de sécurisation du permis de conduire et autres titres de transport? Ce nouveau système mis en place par le ministère des Transports fonctionne bien, selon le directeur général du Centre de gestion intégré. Dans cette édition également, le nouvel album de l'artiste ivoirien Tikenga Fakoli. L'album « Dernier appel » s'adresse au peuple africain. C'est un appel à l'unité de tous les Africains. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Justement, Tikenga Fakoli est avec nous sur ce plateau. Notre invité de la page culture nous parlera dans quelques instants de son nouvel album « Dernier appel ». Dans cet appel à l'Afrique, Tikenga revient sur des thèmes comme l'éducation, l'unité, le respect des institutions. Nous échangerons avec lui dans une trentaine de minutes. Un autre invité dans cette édition, M. Toalei Dié, commissaire général CLAP Ivoire 2014. La 14e édition de ce concours de court-métrage vidéo ouvert aux jeunes réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest se déroulera du 2 au 6 septembre prochain à Abidjan. Quelles sont les innovations cette année? Nous poserons la question à notre invité dans quelques minutes. En attendant, intéressons-nous à ce virus qui sévit en Afrique de l'Ouest, le virus Ebola. Le nombre de cas augmente, plus de 1500 décès selon le dernier bilan de l'OMS. Alors, pour empêcher la maladie de franchir le sol ivoirien, les élus et cadres de l'Ouest se mobilisent. Ils veulent apporter leur contribution dans la lutte en sensibilisant les populations de la région du Cavali. Reportage signé Michel Digré. À la date du 26 août 2014, 1378 cas de personnes contaminées par le virus Ebola ont été enregistrés au Libéria, dont 694 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. La situation inquiète les populations du département de Toulepleu, localité qui fait frontière avec deux régions du Libéria, où l'épidémie sévit. Les cadres et élus de Toulepleu se concertent donc avec les autorités administratives des autres localités de la région du Cavali afin d'établir une stratégie pour empêcher la survenue de l'épidémie en Côte d'Ivoire par l'ouest du pays. Nous sommes dans une zone très fragile. Quand je prends le département de Toulepleu qui est à quelques mètres seulement de la frontière du Libéria, et avec qui nous vivons au quotidien, donc une frontière totalement poreuse. Et c'est vraiment une très grande proximité. Le Libéria aujourd'hui est un pays frère très touché par la maladie. Et la région du Cavali elle-même, qui est reliée à Toulepleu, donc est également en danger par rapport à Ebola. Et si Ebola passe par l'ouest, je veux dire par le Cavali, eh bien c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui est touchée par cette maladie. Nous ne voulons pas que Ebola entre en Côte d'Ivoire et nous ne voulons pas qu'Ebola passe par le Cavali et par Toulepleu. Pour le maire de Toulepleu, la synergie d'action entre les autorités du Cavali et surtout une intervention vigoureuse de l'État face à certaines préoccupations de la région permettront une prévention plus efficace. Pour le moment, il faut observer le minimum vraiment de vigilance, il faut vraiment observer le minimum de précautions pour qu'il n'y ait pas de mouvement de va-et-vient, que les forces de l'ordre soient vraiment renforcées à la frontière, que le corps médical aussi soit renforcé à la frontière, mais surtout que le plateau technique vraiment soit présent dans les différentes localités qui font donc frontière avec le Libéria. Sensibiliser, informer et éveiller les consciences sans créer la psychose chez les populations, c'est l'engagement pris par les élus et cadres de la région du Cavali. Voilà, vous l'avez compris, il faut donc respecter les mesures de prévention car le virus Ebola progresse. Le Sénégal a enregistré son premier cas hier. Il s'agit d'un jeune étudiant revenu de la Guinée. Il est entré au Sénégal bien avant la fermeture de la frontière avec la Guinée. L'étudiant a été placé en quarantaine. C'est ici, au centre hospitalier national de Fann à Dakar, que le premier cas d'Ebola détecté au Sénégal est pris en charge. Un jeune Guinéen âgé de 21 ans est présentement mis en quarantaine dans une clinique à l'intérieur de cette structure sanitaire.
Les tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont révélés positifs, mais son état de santé est satisfaisant selon le gouvernement sénégalais. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité dans un tableau infectieux sans hémorragie, mais dissimulant l'information selon laquelle il a eu des contacts en Guinée avec des proches victimes de la maladie. Malgré les assurances du gouvernement, l'annonce du premier cas d'Ebola au Sénégal a suscité l'inquiétude et la colère au sein de la population. Quelques heures après la conférence de presse du ministre de la Santé, des dizaines de personnes ont protesté devant l'hôpital de Fann. Comment pouvez-vous imaginer qu'un étudiant, quelqu'un de conscient, traverse une frontière officiellement fermée tout en sachant qu'il est malade pour venir nous contaminer au Sénégal? C'est méchant. Et puisqu'il a agi ainsi, nous demandons à nos autorités de le remettre dans l'avion pour le ramener chez lui en Guinée. C'est ce que nous demandons. Le Sénégal a mis en place un dispositif de surveillance et de riposte dans les différents centres de santé et aéroports depuis l'apparition de la maladie en Guinée. Dakar est allé plus loin en décidant de fermer ses frontières avec son voisin du Sud le 21 août dernier. Et les populations en Côte d'Ivoire sont invitées à respecter les mesures prises par les autorités pour empêcher le virus de franchir le sol ivoirien. Il s'agit notamment d'éviter de consommer la viande de brousse, d'éviter de se serrer les mains, de faire les accolades. Ce samedi 30 août, l'attention est portée sur les personnes disparues. Cette journée, instituée par l'ONU depuis 10 ans, vise à interpeller l'humanité sur la situation des personnes disparues, enlevées ou des personnes qui ont peut-être perdu la vie dans des circonstances difficiles. À l'occasion de cette journée, nos équipes de reportage ont fait un tour à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire où les photos de 14 enfants ivoiriens à la recherche de leurs parents disparus ont été exposées. Eve Boué, Christelle Nda, Franck Diop, le reportage. Ces 14 enfants ivoiriens sont à la recherche de leurs parents. Ce sont les derniers d'un groupe de plus de 800 enfants séparés de leur famille depuis la crise post-électorale de 2011. Des recherches coordonnées par le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire ont permis de réunir parents et enfants. La famille a toujours le droit de venir vers le CICR pour informer le CICR de cette disparition, même depuis le premier jour, et puis pour demander le soutien du CICR à localiser cette personne. Pour commencer, on peut aller de porte à porte dans le village d'origine pour montrer la photo, voir s'il y a quelqu'un qui reconnaît cet enfant. On peut faire recours à des campagnes d'affichage de posters. Je montre par exemple ce poster ici. Ces posters ont été affichés dans des lieux publics. Ensuite, on a fait des recherches à travers une campagne d'annonce à la radio. Il y a encore une troisième campagne qui a été lancée au mois de juin. Il s'agit d'un site internet sur lequel le public peut aller voir les photos des enfants qui sont encore à la recherche de leurs parents. À la faveur de la commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une image interactive est postée sur le site internet du CICR. Cette image fait le point de toutes les actions menées dans les 73 pays où des cas de disparition ont été signalés. Un châle géant cousu par les familles de disparus recouvre en guise de symbole de solidarité le siège de Genève. Demain dimanche 31 août sera célébrée une autre journée, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Thème de cette 12e édition, collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle. La Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer la journée et la ministre de la Santé invite les praticiens de la médecine traditionnelle à prendre une part active à la certification scientifique de leurs médicaments. La médecine traditionnelle, autrefois banalisée, est devenue aujourd'hui une priorité pour les États et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une journée internationale est consacrée à cette médecine depuis 12 ans. Pour cette 12e célébration, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida situe l'importance de la médecine traditionnelle. Le développement de la médecine traditionnelle demeure un objectif à atteindre pour tous les pays membres de l'espace CEDEAO et de plus en plus au niveau mondial. Elle représente donc un complément
aux prestations de soins, de santé, de la médecine conventionnelle. Le gouvernement va soumettre bientôt au Parlement un projet de loi portant organisation et exercice de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement à travers cette loi est de mettre à contribution toutes les nombreuses expertises exerçant dans le domaine de la pharmacopée pour faire avancer la recherche et permettre ainsi aux populations de tirer le meilleur profit de cette médecine. La définition du cadre juridique et réglementaire de la médecine traditionnelle constituera un autre geste fort du gouvernement après la création en 2001 du programme national pour la promotion de cette médecine. À ce jour, plus de 80% des populations ivoiriennes ont recours aux médicaments traditionnels. Le reportage d'Awa Cissé était commenté pour vous par Victorine Yaoyoboué. Comment fonctionne le nouveau système de gestion et de sécurisation du permis de conduire et autres titres de transport? Ce nouveau système mis en place par le ministère des Transports fonctionne bien. Selon le directeur général du Centre de gestion intégrée, Ibrahima Koné, était devant la presse hier et le Centre de gestion intégrée mis en place depuis 2 mois reçoit près de 1200 demandes de titres de transport par jour. Francis Boifo nous explique. Il y a plus de 2 mois, la rumeur avait annoncé l'incapacité du CGI, Centre principal de gestion intégrée du ministère des Transports de Treichville, à satisfaire les demandes des usagers. Le CGI devrait recevoir pour les permis de conduire entre 400 et 600 demandes par jour. Ces demandes concernent l'édition et le renouvellement du permis de conduire. Aujourd'hui, nous recevons en moyenne entre 1000 à 1200 demandes par jour. Permis édité, nous avons dépassé le cap des 7500. Carte grise, nous avons dépassé le cap des 4000 cartes grises. Les auto-écoles, en termes de préenregistrement, aujourd'hui ont dépassé les 10 000 candidats. Ce qui montre que les auto-écoles se sont appropriés le nouveau système de gestion du permis de conduire, ajoute Ibrahima Koné. Il est revenu sur les avantages liés à la réforme du transport terrestre et surtout à la création du centre de gestion intégré. Aujourd'hui, le système permet une gestion en temps réel au niveau national de l'ensemble des titres de transport. Aujourd'hui, la tarification a baissé. L'autre promesse de M. le ministre des Transports, c'est que très rapidement, l'infrastructure administrative avec les centres de gestion intégrés à déployer à l'intérieur du pays va se faire. Pour désengorger le centre principal de gestion intégrée de Treichville, plusieurs centres sont ouverts à l'intérieur du pays et d'autres en construction. Aux usagers, le directeur général du centre de gestion intégré demande la patience. La direction générale des douanes vient d'avoir une rencontre avec les Ivoiriens résidant en France. C'est une rencontre pour clarifier les procédures et tarifs douaniers en vigueur. Ali Derasouba. Le directeur général des douanes ivoiriennes était l'invité de la jeunesse du RDR en France. Une rencontre à laquelle les représentants d'associations ivoiriennes et opérateurs économiques ont été associés. La rencontre d'échange s'est déroulée aux 3 boulevards Gallieni à Gennevilliers, une banlieue proche de Paris, avec en toile de fond les questions des procédures et tarifs douaniers en relation avec les exigences et attentes de l'émergence. Cissé Saindou, président du RJR France, a salué la sollicitude du patron de l'administration douanière ivoirienne, dont l'intervention aiderait à comprendre les procédures douanières en vigueur en Côte d'Ivoire dans les ports comme les aéroports. Le colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes de Côte d'Ivoire, a rassuré ses interlocuteurs sur sa disponibilité et celle de ses services à se mettre à leur service avant d'indiquer que la loi est pareille pour tout le monde, qu'on soit ivoirien vivant sur les territoires ou à l'étranger. L'Ivoirien qui veut retourner en Côte d'Ivoire après un long séjour à l'étranger bénéficie d'une exonération des droits et taxes inscrit aux tarifs extérieurs communs pour ses effets personnels à l'exclusion des véhicules automobiles. Il doit produire un certificat de déménagement délivré par la mairie de la commune où il réside, attestant qu'il retourne définitivement dans son pays. Le colonel-major Issa Koulibaly a également suggéré à ses interlocuteurs du jour de déclarer en amont leurs marchandises auprès des douanes afin de gagner du temps lors des opérations de dédouanement à l'arrivée. Bénin,
Mongbara, Kenegbe, Sena sont les dernières étapes de la tournée d'Amadou Soumaoro dans la région du Worodougou. Le secrétaire général par intérim du RDR se dit satisfait de cette tournée et surtout convaincu du soutien de la population à la présidentielle de 2015 au candidat Alassane Ouattara. Sidonie Davila est notre envoyé spécial. Le séjour dans le Worodougou n'a pas été de tout repos pour le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. De jour comme de nuit, Amadou Soumaoro a bravé souvent les intempéries afin de faire comprendre aux populations l'importance pour elles de donner un second mandat au président de la République en 2015. Le Worodougou, je parle en son nom, le président Ouattara n'a pas de soucis à se faire. Dans cette région, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'électricité dans les villages, nous n'avons pas d'eau dans les villages. Il n'y a pas des infrastructures de base au plan social et au plan économique. Elles ont exprimé ce besoin-là. Mais nous avons confiance au président. Nous pensons que le deuxième mandat du président sera mis à profit pour, disons, régler ces problèmes-là. Les élus et cadres de cette région veulent se faire désormais les relais de ce leader de proximité. Nous allons perpétuer, rester en contact avec la population pour servir de relais, n'est-ce pas, pour les futures échéances dans le cadre de notre parti. Je pense qu'une chose est de porter l'information, une autre est de faire en sorte à ce que vraiment cette information soit régulièrement ou du moins les parents soient régulièrement entretenus par rapport à l'importance de cette information. Parce que là, c'est fondamental, la politique a horreur du vide. Vu l'engagement, l'adhésion et surtout vu cette participation exceptionnelle des populations du Worodougou à l'appel du secrétaire général, Amadou Soumaoro rentre rassuré et satisfait de sa mission. Reste à relever pour lui le défi de la majorité écrasante au premier tour. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaqueuse, vient d'effectuer une tournée de 2 semaines à l'intérieur du pays. À cette occasion, il a inauguré des infrastructures de base réalisées dans le cadre de la politique de développement du chef de l'État. On en parle avec notre envoyé spécial, Serge Koléa. La cérémonie d'ouverture du tournoi Dominique Ouattara au stade du quartier Libreville à Mans a réuni une vingtaine d'équipes, des enfants âgés de moins de 17 ans à travers lesquels la première dame entend renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. 17 villes ont été choisies pour abriter ce tournoi de football. À Mans et à Biancouman, la jeunesse s'en suit réjouie d'en faire partie. Le ministre d'État, le docteur Albert Touaqueuse Mabry, parrain du tournoi Dominique Ouattara à Mans, a exhorté les compétiteurs à honorer la première dame. Il a rassuré la jeunesse de Mans quant aux actions que le président entend réaliser pour les jeunes. Albert Touaqueuse Mabry note avec satisfaction l'engouement autour de la Coupe Dominique Ouattara, moment de brassage, d'unité entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Au cours de sa tournée, le ministre d'État a sillonné plusieurs localités où des journées d'excellence ont été organisées pour célébrer les enseignants et les meilleurs élèves. Aux côtés du conseil régional du Tonkpi, il a inauguré des écoles primaires, lancé des travaux de construction d'infrastructures de base avec en perspective des programmes d'électrification et d'adduction en eau potable à la grande satisfaction des populations et cadres. Bilan positif pour le ministre Mabry, parfaitement en phase avec les populations au cours de cette tournée dans le Tonkpi. Partout où il est passé, les cadres, les filles et fils de la région lui ont exprimé leur attachement. Ils se sont dit à l'écoute de tous ces messages en vue de la réélection du président de la République, Alassane Ouattara. De la Côte d'Ivoire, les dirigeants européens réunis à Bruxelles ont désigné la ministre des Affaires étrangères italienne, Federica Mogherini, pour succéder à Catherine Ashton à la tête de la diplomatie européenne et le Premier ministre polonais comme nouveau président du Conseil européen. Par ailleurs, au cours de ce sommet, la Russie a été sommée de cesser ses actions militaires illégales en Ukraine. Petro Poroshenko, le président ukrainien, arrive à Bruxelles, quelques heures avant la grande réunion de tous les dirigeants européens. Encore et toujours, l'Europe cherche à faire pression sur Moscou. L'idée, c'est d'imposer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. La situation est très sérieuse, je dirais même dramatique.
Nous allons tout droit vers un point de non-retour. Si dans ce conflit l'escalade continue, ce point de non-retour sera atteint. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour trouver une solution politique. Et c'est urgent. Dans l'est de l'Ukraine, la situation empire. La gare de Donetsk a été détruite par des frappes aériennes. Les séparatistes pro-russes ne lâchent pas la ville et ils poursuivent même leur offensive vers le sud. Les rebelles ne seraient plus qu'à quelques kilomètres de Mariupol. Dans ce port stratégique, des habitants creusent des tranchées et montent des barrages pour contrer l'arrivée des pro-russes. La France, elle, dénonce l'implication de la Russie dans les combats. Je veux dire, ayant été informé des derniers développements, qu'il faut que cessent les bruits de bottes russes dans l'est ukrainien. À Moscou, on dément toujours toute présence en Ukraine et Vladimir Poutine ne semble pas vraiment enclin au dialogue. La Russie est loin d'être impliquée dans un conflit à grande échelle. Nous n'en voulons pas, nous ne le ferons pas. Naturellement, nous nous tenons prêts à répliquer à toute agression contre la Russie. Nos partenaires, quelle que soit leur situation ou leur ligne politique, doivent comprendre qu'il vaut mieux ne pas jouer avec nous. Et pour que ce soit bien clair, à la fin de son discours, Vladimir Poutine a rappelé que la Russie détenait l'arme nucléaire. Vous l'avez bien compris, nous sommes à la page culture. Nous commençons avec Clap Ivoire, ce concours annuel réservé aux jeunes techniciens et réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest. La 14e édition de ce concours de court-métrage vidéo se déroulera du 2 au 6 septembre prochain à Abidjan. Mais quelles sont les innovations cette année? Notre invité est avec nous, M. Toilé Guié, et il va répondre à nos questions. Alors, bonsoir. Bonsoir, Marie. Alors, Clap Ivoire, c'est dans quelques jours. Oui. Dites-nous, il y a combien de candidats? Il y en a 19. Pour cette année? Pour cette année. Il y en avait 21, mais malheureusement, la pandémie qui sévit en ce moment dans certains de nos pays frères nous empêche que les deux autres dont nous allons faire abstraction n'arrivent pas. D'accord. Alors donc 19 candidats qui vont compétir. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir justement ces candidats qui viendront de l'espace CEDEAO? Tout à fait. Nous sommes apprêtés, nous sommes prêts à accueillir les 19 candidats qui vont compétir en film de fiction, court-métrage et en documentaire. D'accord. Clap Ivoire est un concours, comme vous l'avez vous-même dit dans l'élément qui est passé, un concours de court-métrage qui remonte de 1994 avec Honoré Zué, que je salue ce soir, Honoré. Et qui est un ancien de la maison. Et qui est un ancien de cette maison, qui a fait un tour au ministère de la Culture en qualité de directeur de la compagnie ivoirienne. Donc, Honoré Guié a initié donc ce concours. Il a initié Alors justement, Clap Ivoire, en quoi est-ce que c'est un festival? Oui, bien sûr. Alors en quoi est-ce qu'il se distingue du FESPACO? Nous sommes un festival qui est d'abord axé sur la formation des jeunes. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup d'écoles de formation dans notre sous-région en matière de cinéma. Donc, Clap Ivoire a en son sein, dans son programme, a développé la formation. Donc, il y a des ateliers, il y a une conférence des directeurs de la cinématographie et il y a ce que nous avons appelé le son de cinéma, qui est toujours distillé par un grand maître du cinéma. Et cette année, nous avons Roger Nwambala qui va donc donner le son de cinéma. C'est une pratique selon laquelle on donne des conseils aux jeunes réalisateurs. Est-ce qu'on peut dire, quand on parle de jeunes réalisateurs, est-ce qu'il s'agit d'amateurs amoureux du 7e art ivoirien qui viennent compétir à Clap Ivoire? Bon, ils n'ont plus leur place. Au départ, c'était à leur attention que ce concours-là avait eu lieu. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, on dit jeunes réalisateurs
tous ceux qui s'essayent à la caméra, qui s'y connaissent. Et nous avons progressé vers l'excellence. D'accord. Et donc, il y a des innovations pour cette année, pour cette 14e édition. Quelles sont ces innovations? Tout d'abord, nous avons un invité spécial qui s'appelle Michel Ouedraogo, qui est délégué général du FESPACO. Nous voulons être grands. Nous ne voulons pas être FESPACO, mais nous voulons aller dans le sens de l'excellence de FESPACO. Et donc, Michel Ouedraogo vient pour qu'on ouvre ensemble une lucarne pour la participation de nos jeunes réalisateurs au FESPACO. Donc, vous voulez... oui, allez-y. Et donc, Ouedraogo sera là pour qu'on en discute et pour qu'il nous assiste. D'accord. Alors, donc cette année, il y aura, vous êtes en train de, je vais dire, internationaliser Clap Ivoire. C'est déjà Clap Ivoire qui s'étend à la CEDEAO. Au départ, c'était l'UEMOA, maintenant la CEDEAO. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que si on vous demandait de faire un bilan, 14 ans d'édition, que sont devenus vos lauréats? Nos lauréats, ils sont au nombre de 8 pour l'instant. Ils sont tous devenus des réalisateurs ou des formateurs ou des responsables de structures cinématographiques dans leur pays ou en Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons Alex Kwasi, par exemple, qui est réalisateur. Nous avons Kakou Claver, qui est un responsable au niveau de la mairie de Cocody et qui a une école de formation de cinéma. Nous avons donc beaucoup d'autres. Nanou, par exemple, qui est devenu un monteur et qui est lui-même indépendant. Il y en a bien d'autres. Alors, on pourrait donc compter avec Clap Ivoire pour la renaissance du cinéma ivoirien, qui, vous l'avez dit dans les couloirs tout à l'heure, est en pleine déchéance. Parlons du cinéma ivoirien. Donc, on peut compter sur Clap Ivoire. Tout à fait. Clap Ivoire est une école. Clap Ivoire est devenu un symbole de formation. Nous avons constaté, avec beaucoup d'amertume, que il y a des images qu'on montre à nos enfants, à nos jeunes, qui ne sont pas des images d'école. D'école pour arriver à conscientiser. Et donc, le ministère de la Culture, sous la houlette du ministre Maurice Kwaku Banawa, que je salue, qui est notre Jacques Lang, parce qu'il a été le premier des ministres de la culture à initier une loi sur le cinéma. Et donc, ce ministre nous a demandé de former la jeunesse. Donc, vous mettez l'accent sur la formation. Sur la formation. Pour qu'il y ait un cinéma de qualité. Un cinéma de qualité. Et pour cette édition, nous avons des ateliers de formation. Nous avons une table ronde. Et tout cela pour que les jeunes aient, sur les enseignements qu'ils vont recevoir, aient quelque chose de potable pour exercer le métier du cinéma. Merci beaucoup, M. Toalé Dié, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et nous vous souhaitons plein succès pendant ces 5 jours où le cinéma ivoirien sera fêté. C'est nous qui vous remercions et nous pensons que tout le monde, là où il y a des projections, à Yamoussoukro, à Bassam et à Cocody, ce sont des projections gratuites, je le dis bien, gratuites. Et nous vous invitons à venir voir ces projections. Parce que cette année, le thème du festival, c'est apaisement, c'est réconciliation et c'est rapprochement des peuples. Merci beaucoup. Je rappelle donc que Clap Ivoire, concours de court-métrage vidéo ouvert aux jeunes réalisateurs de l'UEMOA et de la CEDEAO, se déroulera, on l'a dit, du 2 au 6 septembre prochain à Abidjan. Nous allons recevoir un autre invité, c'est l'artiste ivoirien Tikenga Fakoli. L'album « Dernier appel » s'adresse au peuple africain. C'est un appel à l'unité de tous les Africains. Tikenga Fakoli chante, je cite ses paroles, « Tant que la victoire n'est pas là, tant qu'on n'est pas proche de ce qu'on souhaite, il faut continuer à se battre. » Voyons juste un extrait. Icône de la musique ivoirienne, Tikenga Fakoli ou encore Moussa Doumbia est une virtuose de la musique reggae. Né en 1968 à Odiné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, il découvrit la musique assez tôt et forma son premier groupe en 1987. Artiste engagé à travers des tests incisifs,
il réussit à se faire connaître dans le monde entier. La star internationale du reggae est à sa 10e œuvre discographique. Cet album a été présenté officiellement au public africain lors de la fête de la musique le 21 juin dernier. Le dernier appel est un opus de 16 titres engagés. En l'occurrence, Quand l'Afrique va se réveiller, pauvre et riche. Et le dernier appel, titre éponyme. Panafricaniste avéré, il lance un message. Un appel à l'union sacrée et à l'unité sans lesquelles rien n'est possible, d'après lui. Pour joindre l'acte à la parole sur cet album, un featuring avec Alpha Blondy, comme pour sceller définitivement la réconciliation entre les frères dits ennemis du reggae africain par le passé. C'est aussi un appel à l'entente entre les communautés d'un même pays pour leur permettre de se consacrer à l'essentiel. African Revolution lui a valu un disque d'or, le 4e de sa carrière. L'artiste œuvre pour des actions de solidarité en Afrique, notamment dans l'éducation par le financement d'écoles primaires, dont une à Touroni en Côte d'Ivoire et une autre à Kassawa au Niger. Bonsoir Tikenga. Bonsoir madame. Alors vous lancez un dernier appel aux Africains. J'ai envie de vous poser cette question un peu embêtante. Est-ce que c'est une dernière interpellation ou vous êtes fatigué de lancer les appels aux Africains? Je ne suis pas du tout fatigué. C'est l'appel, le titre c'est par rapport à l'urgence de l'appel, l'urgence de l'unité des Africains. Tant que nous ne serons pas unis, il va être difficile pour nous d'avancer. L'Afrique est un grand continent. Nous sommes plus de 50 pays, mais nous sommes divisés. Nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. La nature nous a tout donné et nous sommes en retard. Nous sommes derrière alors que nous devons être devant. Donc sans unité, rien ne sera possible. Donc c'est vraiment par rapport à l'urgence de cette unité-là. D'accord. Il y a donc urgence. Et vous y croyez encore à cette unité-là? Madame, moi je suis un Africain optimiste. Je suis par rapport optimiste. à cette Afrique qui est toujours foudroyée par les guerres, par les crises. Vous savez, quand je regarde juste 50 ans en arrière ou 70 ans en arrière, la France était en guerre, il y avait les réfugiés sur la route comme on voit aujourd'hui en Centrafrique. Les maladies, on parle d'Ebola aujourd'hui, c'est vrai, il faut prendre toutes les dispositions pour bloquer cette maladie pour ne pas que les autres pays soient contaminés. Mais tout ça, les pays occidentaux, les pays dits aujourd'hui, pays stables, pays démocratiques, ont connu toutes ces situations. Donc, alors pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait, je vais dire, prendre exemple sur ces pays que vous citez là, pour l'Afrique, pour le continent noir? Je pense qu'il faut simplement se mettre au travail. Il faut se mettre au travail, il faut mettre les enfants à l'école. Une fois la majorité des Africains sera lire et écrire, les choses vont se faire tout seuls. L'école, l'éducation va réveiller l'Afrique et on va arrêter de se taper dessus, on va arrêter de se disputer inutilement et on va penser à nos pays, à notre continent. Alors donc pour cet album que vous dédiez à l'Afrique, vous avez choisi de le présenter hors de ce continent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'album est sorti, je ne pouvais pas venir en Afrique pour des raisons privées, mais nous l'avons présenté dans un coin à Paris qui représente un peu l'Afrique. Nous avons présenté cet album dans un foyer. C'est assez symbolique. Foyer africain, oui. Donc un foyer qui était bourré d'Africains, il y avait toutes les nationalités qui étaient là, des Sud-Africains, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens. Donc on a présenté là-bas, c'était vraiment symbolique. C'était pour que ceux-là fassent passer le message aux frères qui sont en Afrique. Et comme vous êtes là, peut-être que vous allez le présenter, mais c'est juste en passant. Alors sur la pochette de l'album, on te voit dans la rue au milieu d'une foule munie d'un porte-voix. Ça change de la précédente, du précédent album où on te voit sur un cheval comme un général. Ouais. Effectivement, là, c'est pour dire qu'on est dans le peuple. Et qu'on est dans le peuple et qu'on essaie de faire passer le message du peuple. Voilà. Qu'on essaie de faire passer le message à tout le monde, à tous les Africains, de surtout croire en ce continent. Vous savez, les Africains sont les seuls à ne pas croire à l'Afrique. Quand vous êtes en Occident, tout le monde sait que l'Afrique c'est le continent de l'avenir, l'Afrique c'est le continent où tout reste à faire. En 2050, nous serons 2 milliards comme population, je veux dire, et l'Afrique a tout. Mais comme nous sommes divisés, tout le monde profite de nous, le système occidental profite de cette division et même les hommes politiques africains profitent de cette division.
Donc si le peuple se met ensemble, que le peuple se met au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, pour mener un seul combat, je pense que nous allons gagner tous les combats. Et pour vous, ce rapprochement du peuple, c'est très important? C'est très important. Le reggae, c'est la voix du peuple. On ne peut pas faire du reggae et être hors du peuple. Je pense qu'il faut un contact permanent avec le peuple quand on fait du reggae. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que lors de votre présentation, je n'étais pas à Paris, mais j'ai eu des échos et puis je l'ai vu aussi dans certains documents. Vous disiez qu'il arrivera un jour où l'Afrique refusera les visas aux Occidentaux. Bien sûr, madame. N'est-ce pas assez? Ah oui, bien sûr, madame. Ici, on a de la place. Il pleut, il y a le soleil. Vous savez, en Europe, ceux qui vivent dans des coins où il y a le soleil toute l'année, c'est les riches. Le soleil ici, vous voyez, quand les gens présentent la météo sur les chaînes internationales, quand il fait beau, ils disent, la personne qui présente la météo dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il va faire beau aujourd'hui, il va y avoir le soleil. Ce n'est pas un événement chez nous. Je suis certain, madame, que dans 50 ou 100 ans, ça ne sera pas peut-être notre vivant, mais je suis sûr que c'est l'Afrique qui va refuser le visa aux Occidentaux un jour, parce que là-bas, tout a été fait. Vous voyez, il parle de crise en crise, que ce soit aux États-Unis ou en France, il n'y a que des crises. Et ici, nous, on a toute l'avenir devant nous. Il suffit simplement qu'on se mette au travail, qu'on travaille sérieusement et qu'on mette nos enfants à l'école. Je suis sûr et certain que dans quelques années, les trucs vont changer de camp. Votre optimisme est si frappant, Tikenja. Mais bien sûr, madame. Et on a l'impression que c'est un rêve et que cela ne peut même pas se réaliser parce que de plus en plus, l'Afrique est déchirée. Vous savez, madame, par les guerres, par les maladies. Je reste modeste, mais quand Martin Luther King disait aux États-Unis qu'il avait un rêve, personne n'imaginait que les Noirs, qu'il allait avoir un président noir aux États-Unis, qu'il allait avoir une descendante d'esclaves comme première dame des États-Unis. Je pense que si les Africains, comme je le dis, mettent leurs enfants à l'école, qu'on travaille et qu'on arrête de se taper dessus, moi je suis certain, et je le dis, que demain c'est pour l'Afrique. Alors dans cet album également, il y a le duo avec Alpha Blondy, où vous appelez la diaspora à prendre ses responsabilités. La diaspora a toujours joué un rôle important dans le réveil de l'Afrique. Les rencontres entre nos premiers dirigeants et des gens comme Marcus Garvey, des gens comme Martin Luther King, ces rencontres-là ont été très très importantes dans le réveil du peuple africain. Nos frères qui sont en Occident, c'est vrai qu'ils nous envoient de l'argent, c'est bien, mais on aimerait qu'ils nous téléphonent pour nous dire arrêtez de vous taper dessus. Arrêtez de vous taper dessus à cause des hommes politiques, donnez-vous la main, représentez une force en face d'eux et poussez vos dirigeants à se mettre au travail. Alors, dernier appel s'éloigne de la direction artistique d'African Revolution, l'un de vos albums, et retourne à un reggae plus direct avec les cuivres, les pompes. Est-ce que vous pouvez nous dire en plus? Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'instruments traditionnels africains dans cet album. Je pense que la différence de cet album, je suis convaincu qu'on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains. Nous, on ne fera pas mieux le reggae que Bob Marley, mais nous pouvons prouver que les Jamaïcains sont partis de l'Afrique avec le reggae dans leur sac. Et c'est arrivé en Jamaïque qu'ils ont ouvert le sac. Qu'ils ont ouvert le sac et qu'ils ont créé cette musique-là. Et je pense que quand on prend la kora ou le ngoni ou le balafon et qu'on joue sur le reggae, quand ça colle, ça prouve que les Jamaïcains sont venus, que le reggae, que la racine même du reggae, c'est l'Afrique. Et donc vous avez fait aussi une pause entre African Revolution et ce nouvel album. Pour cultiver la terre. Effectivement, j'ai fait une pause parce que j'ai fait 15 hectares de riz dans mon petit village, donc au Bouléban, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et j'avais envie de dire aux jeunes de retourner à la terre. Vous savez, on parle de crise alimentaire en Afrique, c'est honteux, madame. Nous avons la terre, il pleut, il y a le soleil, il y a les bras valides. À l'époque, quand moi j'étais à Bouléban, chez mon grand-oncle, tous les dimanches on allait au champ. Il avait 3 épouses, chaque épouse avait son champ de tomates, son champ de riz, enfin son champ de tomates, piments et oignons. Donc ça fait que pour nourrir 15 personnes, il donnait seulement 200 francs CFA. Parce que simplement, donc, chaque femme, je voulais simplement mettre la main à la pâte au lieu de me contenter de parler de ça. Donc ça fait que il y avait tout à la maison. De la parole à l'acte avec Tikenja. Voilà. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent venir à Abidjan, tout le monde veut aller en France. Donc ça fait que
il n'est pas étonnant aujourd'hui de retrouver dans les assiettes de nos parents à Gouléban ou à Sédougou ou bien dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans des villages. Il n'est pas étonnant de trouver du riz thaïlandais parce que simplement tout le monde a fui le village. Dernière question, vous revenez donc aujourd'hui à la musique pour faire passer ce message et je dirais plutôt pour planter, puisque vous aviez cultivé, pour planter donc cette graine de l'unité africaine. Ouais, c'est très important. Je pense que nous devons planter la graine de l'unité africaine, l'arroser. Et rien n'est dit qu'on va récolter les fruits. Et dans l'histoire, tous ceux qui ont planté la graine ont arrosé. Ils n'ont pas été là pendant la récolte. Les routes que vous faites Boigny, en fait, ce sont ces routes-là que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Les routes qui sont en train d'être faites aujourd'hui seront utilisées par nos enfants et nos petits-enfants, ainsi de suite. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Je suis convaincu, madame, je suis convaincu. Mettons-nous au travail et mettons nos enfants à l'école et on en parlera, Inch'Allah, même si nous, on n'est pas là. Mais peut-être cette émission, elle est déjà enregistrée. Ceux qui seront là feront passer cette émission et ils verront qu'on avait raison. Merci beaucoup, Tiken Jah Fakoly. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition et vous l'avez compris. Cette édition a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous de toujours nous suivre à travers le monde. Bonne soirée sur RTI 1.